réflexion, mais le combat pour l'égalité du genre dans les médias africains n'est pas encore gagné. Et il ne faudrait toujours pas compter sur les hommes pour remporter ce combat. Mais non, nous avons choisi de l'accompagner dans cette cause. Journaliste émérite, elle a l'habitude des grandes interviews avec les chefs d'État africains. Aujourd'hui, c'est elle qui se soumet à cet exercice en répondant à mes questions dans ce numéro de l'entretien du jour. Depuis avril 2014, elle est présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Agnès Crédit, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, je voulais juste savoir, est-ce que vous, personnellement, vous êtes complexée d'être femme? Est-ce que vous croyez que si vous n'avez pas été une femme, vous auriez pu occuper de meilleures fonctions dans l'administration ivoirienne, mieux que celle que vous avez aujourd'hui? Mais je crois que votre question crée une espèce de petite confusion. Ne pas avoir de poste de responsabilité comme cela se mériterait n'a rien à voir avec le fait qu'on puisse être complexé d'être femme. Je suis très fière d'être femme. Si c'était à choisir, je reviendrai femme. Si je devais renaître, je demanderais à Dieu de me faire renaître femme parce que j'aime être femme. J'ai la capacité, contrairement à vous les hommes, de pouvoir aider l'humanité à se reproduire. C'est déjà à la fois une grâce, mais c'est aussi un pouvoir que les hommes n'ont pas. Donc on a un très bon pouvoir. Maintenant, est-ce que le fait d'être femme en Afrique ou ailleurs, dans le monde d'ailleurs, impacte sur nos plans de carrière? Je dis oui. Je dis oui parce que nous sommes dans une société machiste qui a été conçue à la base depuis à la fois l'époque de nos ancêtres et aujourd'hui encore plus qu'hier, qui a été conçue par des hommes, pour les hommes et avec que les hommes. Donc forcément les femmes qui, dès les perceptions traditionnelles dans nos cultures et religions, font croire qu'il faut les garder à la maison, pour qu'elles soient des épouses, pour qu'elles soient des mamans, forcément n'ont pas été prises en compte dans l'évolution sociale de nos communautés. Et aujourd'hui l'impact on le ressent. Donc le résultat c'est qu'aujourd'hui les hommes sont ceux qui font de la politique, les hommes sont ceux qui majoritairement décident de l'économie du pays, parce que pendant longtemps les femmes sont restées à la maison et qu'aujourd'hui je pense que oui, il y a un vrai problème qu'il faut peut-être aborder. Le fait d'être femme est pénalisant en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans le monde. Je présume que c'est à partir de ce constat que vous avez initié ce réseau. Le réseau, c'est avant tout un creuset de rassemblement des femmes des médias, qu'elles soient journalistes ou professionnels de communication. Donc un lieu de retrouvailles, un lieu de réflexion, un lieu de formation, mais aussi un instrument de valorisation et de mise en lumière des autres femmes. Parce que l'importance des médias n'est plus à démontrer, c'est même tautologique de le dire. Mais donc comment aider les autres femmes à être visibles, comment rendre ce que les femmes font visible, c'est tout cela que le réseau tente de faire avec beaucoup de parcimonie et d'intelligence. S'adressant à Alassane Ouattara à l'occasion d'une rencontre avec les journalistes, vous déclarez, Monsieur le Président, au moment où notre pays, parlant de Côte d'Ivoire, travaille à faire en sorte que la parité hommes et femmes dans le monde de l'emploi soit une réalité, ce que nous souhaitons dans le monde de la presse, qui est l'espace de visibilité de l'évolution d'un pays, que cette parité soit une réalité dans les médias d'État, puisque vous pouvez influencer par votre décision, de sorte que très bientôt nous ayons des femmes à la tête de ces entreprises d'État pour ressembler à la Côte d'Ivoire moderne. Je suis donc curieux de savoir à quoi ressemble pour vous cette Côte d'Ivoire moderne où les femmes professionnelles des médias ne semblent pas trouver leur place. Cette réflexion est valable pour les femmes dans le monde de l'emploi de manière générale. Cette réflexion est valable dans tous les domaines d'ailleurs. Mais pour le monde de la presse qui est le nôtre, que nous connaissons le plus, vous avez des entreprises de presse qui sont dirigées que par des hommes. Vous avez des rédactions qui sont dirigées essentiellement que par des hommes, majoritairement par des hommes. Vous avez peut-être 2 ou 3 rédactions qui ont des femmes rédactrices en chef. Vous avez très peu de femmes responsables. Au GEPSI, qui est le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule femme dans le groupement. Ça veut tout dire. Au niveau des directeurs de publication, il n'y a qu'une seule femme directeur de publication. Donc ça veut tout dire. Le résultat des courses, c'est que les médias qui sont en partie le reflet de la société, ne donnent la parole qu'aux hommes, ne montrent que les hommes, très rarement des femmes. Et quand les médias parlent des femmes en général, c'est la femme battue, c'est la femme violentée, elle est dans les faits divers, ou alors c'est l'épouse d'eux. Mais ce n'est pas la femme en tant que citoyenne engagée qui elle-même s'affirme en tant que dans toute sa plénitude. Parce que les médias sont le reflet de la société. Mais l'autre réalité qui est la nôtre, c'est que les médias peuvent ne plus être le reflet, peuvent être plutôt un élément de transformation sociale. Dans ces conditions-là, il faut que les médias elles-mêmes soient capables d'incarner ces sociétés modernes qu'on veut que soit notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 22 millions d'habitants depuis donc, le dernier recensement, peut-être 24 millions aujourd'hui, je ne sais pas, mais 24 millions avec en gros 48%, 49% de femmes.
Or, où sont les femmes quand on les cherche? Nulle part. Elles sont minoritaires dans les partis politiques, dans les instances de responsabilité électorale. À l'Assemblée nationale, nous avons, sur 255 députés, nous avons à peine 29 femmes. Dans le gouvernement ivoirien, sur 32 ministres, nous avons à peine 6 ou 5 femmes. Vous voyez que les chiffres sont minoritaires. Les conseils régionaux, nous en avons 31, il n'y a qu'une seule femme qui est présidente du conseil régional. Je crois que pour les maires, il y a un peu plus de 160 communes, il n'y a que 11 femmes qui sont maires en Côte d'Ivoire. Je crois que le déséquilibre est trop criant pour un pays comme le nôtre, et nous sommes en 2018. Ce pays se veut émergent, ce pays se projette dans une modernité. On ne peut pas continuer à laisser ce pays continuer à fonctionner comme si l'autre moitié de la population n'existait pas. Ce sont des intelligences en moins, des talents en moins, des compétences en moins et des qualités qu'on perd dans un pays comme le nôtre qui a besoin que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes participent à construire donc ce pays qu'on rêve émergent pour très bientôt. Il y a de cela quelques mois, un mouvement féministe a pris naissance aux États-Unis avec le scandale du producteur-réalisateur hollywoodien Harvey Weinstein. Ce mouvement a eu des répercussions en Europe, mais en Afrique, rien, pas du tout, silence coupable des femmes. Vous parlez de tout le mouvement MeToo, donc moi aussi, qui était donc lancé à partir donc des États-Unis et qui a pris donc le monde entier. Je pense que peut-être que nos cultures nous invitent à une espèce de retenue. Les femmes, dans nos traditions, est forcément influencées par un environnement social qui perçoit la femme comme un objet sexuel, fait que la femme qui est victime de viol ou de chantage a du mal à s'exprimer parce qu'on va toujours croire, et beaucoup de personnes croient qu'en fait, une femme se doit d'être flattée quand on lui fait la cour, quand on la harcèle. Donc du coup, très peu parlent, et c'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage parce que je pense que dans le silence, beaucoup de femmes subissent ce genre de harcèlement et sont victimes de chantage, et sont victimes de harcèlement sexuel. La promotion canapé, on connaît. Cède pour que je te fasse avancer, ça on connaît. Je crois qu'il y a des femmes qui le vivent, mais qui n'en parlent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà le mouvement global qui a pris donc le monde nous invite à comprendre que ça va changer, c'est en train de changer, ça va forcément finir par changer chez nous, et les hommes auront de plus en plus peur d'exercer cette puissance masculine sur la femme sous prétexte que la femme est un objet sexuel. Pourquoi se fait-il que des initiatives dans ce genre viennent toujours de l'autre côté? Elles en ont conscience. Après, c'est comme la société regarde cela. Déjà, est-ce qu'on donne déjà la parole aux femmes dans les médias? Très peu. Je vous disais tantôt, quand on présente la femme dans les médias, c'est souvent dans les faits divers. C'est la femme battue, c'est la rivale, c'est la marade, c'est la méchante, c'est la maîtresse, c'est tout ça qu'on voit. Donc, c'est la femme violée, mais même le viol, il n'est pas traité comme un crime. À partir de ce moment, on a du mal à comprendre qu'on soit capable de condamner un harcèlement, puisque dans la perception culturelle, sous nos tropiques, un harcèlement, c'est la preuve que la femme est belle et qu'elle doit être flattée d'être sollicitée par des hommes qui n'arrêtent pas de lui faire la cour, sous prétexte qu'elle est belle et qu'elle doit en être fière. Je crois que c'est la perception culturelle, mais les choses vont changer. Et ça commence à changer. Je crois que le mouvement fait qu'aujourd'hui, les hommes auront peur d'abuser de cette autorité sexiste, d'abuser de leur libido comme étant un instrument à la fois de gouvernance et de gestion patrimoniale d'un pouvoir qu'ils ont depuis toujours. Et les choses vont forcément bouger, mais oui, mais il faut que ça aille de quelque part, fort heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont plus courageuses que nous? Certainement. Est-ce qu'elles sont plus ouvertes que nous sur la capacité à parler? Fort heureusement. Oui, il faut bien que ça aille de quelque part. Nous sommes en 2018 et les discriminations envers les femmes en Afrique et dans le monde n'ont pas reculé. Et la culpabilité des hommes semble clairement établie à vous entendre parler. En tant qu'homme, il est aussi vrai que je prouve beaucoup de compassion envers toutes ces femmes. Mais ne croyez-vous pas que ces femmes ne participent pas délibérément à cet état de fait? Je veux faire allusion à leur manque de prise de responsabilité dans la société. Manque de responsabilité des femmes, dites-vous? Vous dites incapacité des femmes à prendre des initiatives. En fait, vous les accusez. Et vous dites en plus que vous avez de la compassion pour nous. Vous êtes généreux, mais en fait, on n'a pas besoin de compassion des hommes. Je pense qu'on a simplement besoin de comprendre, vous et moi, que si nous sommes deux, c'est parce qu'il faut que nous soyons deux pour continuer à évoluer ensemble dans notre société. Que si les hommes à eux seuls pouvaient se suffire, il n'y aurait pas de femmes dans la société. Et que si les femmes à elles seules pouvaient se suffire, il n'y aurait pas d'hommes dans la société. Donc il faut qu'on soit deux pour construire un monde. C'est l'homme et la femme, je parle de cette dualité-là, de ce duo qui part ensemble. Or, nous sommes une société qui a construit ces liens de complémentarité en liens de rivalité. Quand je dis de rivalité, mais de conflit. En mettant l'homme perçu comme le fort, la femme comme la faible. Donc du coup, discours discriminatoire, comportement discriminatoire et perception discriminatoire. Le résultat, vous avez de la compassion pour moi, mais n'ayez pas de compassion pour moi parce que dans tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes le fils d'une femme. Il a fallu que votre mère soit pour que vous soyez et que vous êtes le compagnon d'une femme. Donc forcément, vous êtes l'homme qui est donc avec lequel nous cohabitons tous les jours. Mais accuser la femme de ne pas prendre des initiatives, c'est une analyse qui n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Et j'entends souvent ces choses à se dire, oui, les femmes sont les premières responsables. Mais non, les femmes ne peuvent pas être les premières responsables et elles ne peuvent pas volontairement
se mettent dans une situation où elles sont obligées de faire allégeance au pouvoir masculin. La société, à partir de l'éducation déjà, nous formate, à la fois mentalement, psychologiquement et culturellement et religieusement. Et nous évoluons dans cet environnement où on vous fait comprendre, sans le dire, et souvent en le disant, que vous êtes le sexe faible, donc l'homme, le sexe fort. Vous êtes la compagne, donc l'homme, le décideur. Vous êtes ci, vous êtes ça. Mais quand vous voyez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est obligée de prendre une loi, la loi sur le mariage, pour rappeler la complémentarité et l'égalité des deux conjoints. Ça rappelle très choquement les choses que le temps a bougé et qu'il faut finir par comprendre que nous sommes des gens égaux et que nous sommes des égaux. Deuxième chose, la Constitution ivoirienne consacre 3 articles de manière spécifique aux questions du genre. L'article 35, l'article 36, l'article 37. Je prends l'article 36 qui nous parle de l'État qui va s'obliger à faire la promotion des femmes dans la sphère politique. Et une loi est en train d'être prise. Et la ministre de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, il tient, professeur Maria Tokono, il tient. Et cette loi sera prise parce que notre pays ne peut pas continuer à être un pays en retard. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire d'être un pays si en retard quand on voit le Rwanda qui est aujourd'hui classé 4e mondial comme étant un pays dans lequel la question du genre a été totalement résolue. Le Parlement rwandais est majoritairement composé de femmes et des hommes, une complémentarité réelle. Alors, qu'est-ce qui fait que notre pays est encore à occuper un rang qui n'est pas honorable pour nous, alors que nous sommes perçus comme un des pays les plus modernes de l'Afrique, et donc de l'Afrique de l'Ouest, et que nous sommes la locomotive de l'Afrique subsaharienne en dehors du Nigeria. Donc il y a un vrai problème. Il faut qu'on pense notre manière de voir les choses, notre manière de construire nos sociétés et les perceptions que nous avons. Donc évidemment, si vous avez de la compassion pour les femmes, je comprends qu'on puisse fonctionner comme ça, puisque on s'est dit oui, on a pitié pour elles, donnons-leur quelques strapontins. On ne demande pas des strapontins, on ne demande pas des postes. On vous dit simplement, nous sommes capables, nous sommes compétents, nous sommes formés. Et nous sommes capables donc de gérer notre pays, de co-gérer ce pays avec les hommes. C'est ce que nous demandons. Vous êtes aussi engagé dans un autre combat qui concerne les femmes. Tu me fous les boules, vaincre le cancer, c'est le titre de votre dernier livre. Est-ce votre propre combat contre le cancer? Oui, c'est un témoignage. J'ai été victime d'un cancer du sein en octobre 2014. Je suis donc sous surveillance médicale en ce moment. Donc c'est à la fois un témoignage, mais c'est surtout un engagement à célébrer la vie. C'est aussi une manière pour moi à la fois de remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenu, mais surtout montrer et témoigner de ce qu'il est possible de vivre malgré le cancer, qui est aujourd'hui l'une des pathologies les plus mortelles, à la fois redoutable et redoutée, parce que dangereux, très dangereuse, et surtout parce que nous nous rendons compte qu'en fait, ce qui tue le plus par rapport au cancer, c'est l'ignorance. Les gens ne savent pas, ou les gens savent très peu. Et on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait peur et que prononcer le seul mot de cancer déjà nous fait croire que nous sommes déjà dans la tombe. Et c'est vrai que ça fait peur. Mais en même temps aussi, le cancer, c'est aujourd'hui la pathologie de notre modernité. Il faut voir comment ça fonctionne, comment on peut l'éviter, comment on l'a et si on l'a, comment on vit avec et comment on peut donc pouvoir l'affronter. Et c'est important. Ce livre, c'est tout cela à la fois. Témoigner de cette pathologie et célébrer la vie dans ce qu'elle a de magnifique, dans ce qu'elle a de beau, et surtout lutter contre le pire des cancers qui est pour moi ce que j'appelle le cancer de l'indifférence. Le cancer de l'indifférence qui fait que dans une société comme la nôtre, on ne regarde pas le voisin comme un peu nous-mêmes, mais on l'ignore parce qu'on estime qu'on peut toujours penser à soi seul et se réaliser seul. Je me dis, contre le cancer, on a ce que nous savons la prise en charge médicale, nous avons la force psychologique et mentale, mais nous avons aussi le devoir de bâtir une solidarité. Parce que contre le cancer, ce sont les forces mises bout à bout, ce sont les générosités partagées, ce sont les fraternités célébrées qui peuvent nous aider donc à combattre cette pathologie. Malheureusement, nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer? Oui, déjà, remercier les téléspectateurs de Sika TV. Et puis, j'aime bien cette Afrique qui se donne à voir comme elle rêve et qui se donne à entendre. Je crois que les médias sont les moyens à la fois de mise en lumière de l'évolution de la société, mais en même temps aussi des instruments importants d'accompagnement et de construction de la démocratie. Je crois qu'il en faut. Et plus on aura des médias ouverts, des espaces d'expression ouverts, comme peuvent l'offrir les chaînes de télé privées, et plus l'Afrique avancera dans la démocratie. Nous avons tous besoin de démocratie, parce que c'est là où on pourra vraiment bâtir nos vraies, à la fois, et liberté individuelle et collective, mais aussi construire nos pays et notre continent de manière profitable pour chacun et pour tous.
Victime du cancer, la journaliste écrivaine ivoirienne Agnès Crédy a pu triompher de cette maladie. À la tête du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication du Côte d'Ivoire, elle tente aussi de gagner un combat, celui de l'égalité du genre dans les médias en Côte d'Ivoire et en Afrique. Agnès Crédy était notre invitée dans le cadre de l'entretien du jour sur Sika TV. L'actualité africaine, c'est en continu et maintenant sur Sika TV.